Donc on vient de configurer, de créer un job, Spring Batch. Donc je vous rappelle que ce job-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, ce job, donc il va utiliser un item reader, c'est pour lire en fait le fichier texte. Alors le fichier texte c'est data.csv. Il va lire ligne par ligne. Pour chaque ligne, il va nous générer un objet de type bank transaction. Et après cet objet-là, il passe vers item processor qui va tout simplement faire un simple traitement. Il prend la date qui est en format chaîne de caractères, il va la transformer en date et il va retourner le résultat. Et le résultat va être enregistré dans la base de données. Alors maintenant, nous avons besoin de tester ça. Pour tester, on va donc démarrer le job. Alors comment lancer un job? Alors je reviens à ce que je vous ai montré la dernière fois, tout à l'heure, donc au niveau de l'architecture. Alors donc pour pouvoir lancer un job, donc vous disposez d'un objet qui s'appelle job launcher. Donc c'est-à-dire c'est le lanceur. Donc c'est lui qui va démarrer donc le job. Et après on va juste créer un REST controller. Vous voyez? Donc on va créer un REST controller dans lequel on va utiliser un job launcher. Donc on a besoin de faire ici hotwired. En principe, il faut injecter ces objets-là. Oui, on les injecter via le constructeur, donc c'est la même chose. Et après, on va utiliser donc un get mapping low data. Donc on va appeler low data, donc on va lancer le job, tout simplement. Pour cela, il faut paramétrer le job. Donc si vous vous rappelez, pour paramétrer le job, donc vous aurez besoin de créer un map qui contient des objets de type job paramètre. Donc c'est un ensemble de paramètres. Alors pour le moment, on va utiliser un seul paramètre. Je vais ajouter un paramètre qui s'appelle time. Et ce job paramètre, il contient tout simplement la date système. Bon, c'est juste une manière un petit peu de paramétrer l'exécution du job. Et après, donc, on va créer un objet job execution avec job launcher.run. Donc, on va exécuter le job en lui fournissant les objets job paramètres. Et après, on va le lancer. Donc, quand il est lancé, normalement, ça prend du temps. Nous, ce qu'on va faire parce que comme il va s'exécuter dans un thread, on va utiliser ici une boucle while job execution.isRunning, c'est-à-dire tant qu'il est en train d'exécuter, on peut faire des choses. Par exemple, on peut afficher la progression, on peut faire des choses, etc. Et après, à la fin, on va juste retourner job execution.getStatus. Donc, c'est-à-dire, il vous donne le statut du job, est-ce qu'il est fini, est-ce qu'il est, il est dans quel état? Parce qu'en fait, le statut du job, il peut être dans l'état de démarrage, en cours d'exécution et la fin du job, si vous voulez. Donc, ça, il y a différents états. Alors, pour faire ça, pour le démarrer, donc, vous voyez, donc, déclencher un job, il y a un moyen le plus simple, c'est quoi? Le moyen le plus simple, si vous voulez que le job soit démarré dès le démarrage de l'application, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous mettez ici directement Spring Batch Job Enable et vous mettez True. Alors automatiquement, il le démarre avec une configuration par défaut, mais ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pour déclencher un job, avant d'écrire même le code, je reviens juste à l'architecture. Vous voyez, donc, c'est-à-dire cette architecture-là, ben, ça regroupe tout. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un job avec un ensemble de steps. Alors, pour chaque step, on a créé le item reader, on a créé le item processor, on a créé le item writer. Après, maintenant, on a besoin d'exécuter le job. Alors, pour cela, donc, on a besoin de créer un objet job execution. Alors pour chaque instance du job qui est lancé, donc on lui fait correspondre un objet job execution. Et chaque job instance, on a besoin de job parameters. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant.
Donc on va instancier le job, on va le lancer, ce qui va nous permettre de donner un objet job execution, et après, bien sûr, avec des paramètres. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais créer un REST controller. Donc job donc c'est un REST controller. Alors j'ai besoin d'utiliser, pour lancer un job, j'ai besoin d'injecter un job launcher. Alors le job launcher, donc il permet, pour pouvoir l'utiliser, il faut l'injecter. Et après j'ai besoin d'utiliser le job. Quel job? Ben, c'est le job qui est créé au démarrage. Parce qu'en fait, dans ma configuration, ici, donc j'ai un seul job. C'est celui-là. Alors d'ailleurs, ça ne devrait pas marcher, j'ai oublié quelque chose d'important. Ici, donc, pour que le job soit créé, il faut utiliser la notation bin. Ça, c'est important. Sinon, donc, le job ne sera pas instancié au démarrage. Donc ici, la même chose, donc j'ai besoin de lancer un job. Je vais injecter le job qui est créé au démarrage, c'est-à-dire le job que j'ai configuré. Et après, j'ai une méthode qui permet de retourner donc batch status. Donc la méthode, je l'appelle par exemple load file, load. Et pour accéder à cette méthode-là, donc je vais la déclencher via un get mapping, une requête avec get / start job, par exemple. Alors pour faire ça, donc je vais devoir paramétrer l'exécution du job, donc map. Alors en fait, les paramètres d'exécution, c'est un objet de type map, job parameter, la clé c'est un string, et la valeur c'est job parameter. Alors un objet map égale new, ça c'est parameters. Si vous voulez, je vais l'appeler job parameters. Donc égale new hmap. Et après, je vais ajouter les paramètres. Là, pour le moment, je vais ajouter un paramètre qui s'appelle time, dont la valeur c'est new job parameter et la valeur c'est system.currentTimeList, c'est-à-dire la date système si vous voulez. Et après, donc j'ai job execution égale c'est job launcher.run. Donc j'exécute un job. Alors le job, et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Parameters, job parameters. Bon, il y a quelque chose qui manque. Alors c'est juste alors job paramètre, il y a quelque chose qui manque. Oui, il faut créer un job parameters, job parameters avec S, donc job parameters. Donc si vous voulez, ça c'est params, les paramètres. Donc job parameters égale new job parameters de params. Donc ici, donc je vais utiliser job. Alors ça c'est job parameters. C'est bien ça, non? Alors maintenant, je crois que c'est une affaire d'exception.
faut faire un try catch. Donc ici la méthode, je vais utiliser throws exception. Alors donc le job en principe il est lancé et après je vais attendre quand même jusqu'à ce qu'il se termine. Donc je vais utiliser while job execution point is running. Alors tant qu'il est exécuté, bon, etc. Donc faites quelque chose. Donc je vais juste afficher un message comme quoi il est en train de s'exécuter. Et après, je vais retourner à la fin, une fois qu'il se termine, une fois qu'il termine l'exécution, je vais retourner job execution point get status. Alors en fait, get status permet de retourner un objet de type batch status. Alors ça c'est en quelque sorte une manière. Le plus important dans tout ça, c'est ça en fait. C'est-à-dire comment lancer un job. Alors je vais démarrer l'application pour voir si ça va marcher. Alors sûrement si vous oubliez donc une annotation bin, vous n'avez pas créé des choses, il faut s'attendre à des exceptions peut-être au moment du démarrage ou bien au moment de l'exécution du job. Donc ici c'est démarré. Alors pour voir si ça marche, alors je devrais lancer. Donc c'est localhost 8080 slash, comment on l'appelait, c'est start job. Alors si tout se passe bien, vous allez avoir vous voyez, donc à la fin vous avez complete, donc c'est-à-dire le statut, c'est-à-dire le job a été exécuté. Mais pour le moment, comme il n'y a pas beaucoup de données, comment on peut savoir s'il s'exécute? Déjà, si je vois dans la console, donc à un moment donné, je devrais c'est tellement rapide. Alors, ce qui fait que, donc, pour voir ce qui se passe, donc, il faut regarder la base de données. Alors, ici, donc, nous avons utilisé une base de données de type H2. Alors, du moment que nous avons utilisé DevTools, si vous voulez consulter la base de données H2, donc, vous mettez tout simplement localhost 8080. Ça, c'est grâce à DevTools. Et vous appelez donc H2 console. Alors, H2 console, donc, ça permet tout simplement, il met en place voilà, une interface web. Et là, je vais me connecter vers une base de données qui s'appelle TestDB. Donc, c'est par défaut, c'est cette base de données qui est utilisée avec voilà, un utilisateur SA, mot de passe vide, je crois. Et après, vous allez voir la base de données, ce qu'il contient. Alors, vous voyez donc notre base de données, il contient une table qui s'appelle Bank Transaction. Alors, c'est cette table-là, voilà les champs, donc tout est créé. Alors, si vous exécutez la requête select étoile from transactions, alors ici, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois ici les données qui ont été insérées, il n'y a pas de problème. Alors, ici, donc, en principe, c'est un petit exercice, mais il ne fait pas grand-chose. Mais l'essentiel, c'est que pratiquement, ça vous donne une idée sur les concepts de base de Spring Batch. Alors maintenant, quand est-ce que ça devient important? Alors quand vous avez des fichiers avec beaucoup des milliers, des millions d'enregistrements, après vous planifiez l'exécution d'une manière soit via l'interface, comme ça, avec un bouton par exemple, vous déclenchez bien sûr le job. Ou tout simplement, vous allez le programmer. Par exemple, le job peut être, par exemple, déclenché par un timer. Donc, planifié, par exemple, à 2 heures du matin, 4 heures du matin. Donc, vous faites des choses comme ça. Ou tout simplement, vous faites upload file. Quand vous avez le fichier est prêt, donc vous déclenchez, donc vous faites un upload et automatiquement, ça va permettre de déclencher donc les traitements. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, juste pour terminer, je vais quand même essayer donc d'ajouter un autre item processor. Et comme ça, je vais vous montrer comment utiliser un composite de
de processeur. Donc, on va essayer de faire un exemple. Alors, supposons, en fait, dans notre exemple, donc, ici je vais arrêter. Alors, donc, si vous voulez réexécuter une deuxième fois, vous n'avez qu'à aller vers le fichier là. Vous ajoutez d'autres lignes. Et après, il faut changer les codes, n'est-ce pas? Enfin, c'est juste pour changer les ID des transactions. Voilà, donc je lance. Bon, la même chose, donc il n'y a pas de problème. Je réexécute la requête select. Alors normalement c'est rapide, hein. On ne devrait pas attendre. Là, parce qu'on a relancé, donc il faut se reconnecter. Donc la table bank transaction. Et donc là vous avez les données. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter un autre. Je vais utiliser soi-disant un composite de item processor. Alors pour cela, je vais créer une. Alors j'ai déjà créé un. C'est bank transaction item processor. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais créer un autre que je vais appeler bank transaction item analytics processor. Alors j'ai un autre processeur, qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, il va prendre encore à l'entrée l'objet bank transaction qui a été déjà traité par le premier. Nous, ce qu'on va faire ici, donc on va juste cumuler, on va, c'est-à-dire pour faire de l'analytics, on va juste déclarer ici deux attributs. Par exemple, le premier dans lequel on va calculer le total des montants total DB. Et je vais calculer également total crédit. Alors j'ai besoin d'un getter pour ces attributs-là. Vous savez, pour ajouter un getter, c'est vous utilisez la méthode getter. Bon, je n'ai pas besoin de setter, donc je ne vais pas utiliser la notation data. C'est toujours ça, c'est Lombok. Donc getter. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais juste faire, voilà, on va dire if bank transaction.get transaction type equals, c'est égal à D. Dans ce cas-là, je vais utiliser total, le total quoi? D. DB plus égal, c'est bank transaction.get amount. Et après, je fais la même chose pour l'autre. Alors, vous pouvez utiliser else if, c'est égal crédit, c'est total crédit plus égal. Alors ici, donc, j'ai combien de processeurs? J'en ai deux. Ils vont être enchaînés sous forme d'un pipe. Et après, donc, comment les utiliser? Alors, pour les utiliser, donc, il faut changer la configuration de notre job. Comment? Ben, je vais faire quelque chose comme ça.
Alors dans la configuration du job, alors ici donc qu'est-ce que je vais faire? Donc dans le processeur, ici donc je ne vais pas mettre ça, je ne vais pas mettre un processeur, mais je vais faire appel à une méthode que je vais appeler donc composite item processor. Ben, c'est une méthode que je vais créer et cette méthode-là, elle va me retourner un objet de type composite item processor, comme processor, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors maintenant, à vrai dire, donc je n'ai plus besoin d'injecter celui-là. N'est-ce pas? Composite. Composite. Alors maintenant, on va créer cette méthode. Alors cette méthode-là, donc c'est une méthode qui va me retourner un bin. Alors donc c'est un composite de bank transaction, donc ça c'est bon. Alors si vous voulez donc bank transaction, c'est la même chose. Hein. Et après donc on va un petit peu regarder ce que j'ai montré la dernière fois. Alors comment créer le composite? Donc ça se passe comme ça. Donc il faut créer d'abord donc une liste de processeurs. Donc, une array list, être processors. Ensuite, on va ajouter les deux processeurs à cette liste. Donc, c'est-à-dire il va falloir injecter les deux processeurs ici. Et après, on va créer donc l'objet composite item processor. Et après, on va déléguer donc item processors. Donc, c'est-à-dire on va créer un pipe de item processors. Et on va retourner l'objet. Mais ici, il se trouve que on va juste changer en quelque sorte la configuration de notre des processeurs. Donc le premier, celui-là. Alors je vais enlever le component. Alors logiquement, si vous enlevez component, ça veut dire qu'il n'est pas instancié, n'est-ce pas? Alors c'est pareil ici. Mais pourquoi je vais faire ça? Alors, parce que je vais les instancier directement dans la classe de configuration. Alors autrement dit, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais définir en quelque sorte une méthode qui permet de retourner un bin. La méthode c'est item processor, toujours de bank transaction, donc item processor 1. Et qu'est-ce qu'il va faire cette méthode là? C'est return new quoi? Alors notre processeur s'appelle bank, la classe qu'on a créée bank transaction item processor. Logiquement, si vous ajoutez cette méthode là, c'est exactement si vous laissez cette annotation compound, c'est la même chose, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que de toute façon, soit que vous mettez dans la classe component, ou bien vous créez une méthode qui retourne un bin dans laquelle vous instanciez l'objet. C'est la même chose. Alors si je fais ça, donc je vais faire la même chose pour le deuxième processeur. Alors item processor 2, et on va instancier bank transaction analytics processor. Nous en avons deux processeurs. Alors maintenant si j'ai ça, donc maintenant je vais créer un composite. Alors pour cela, donc je vais créer une liste de item processor
Donc item processors égale new array list. Et après, on va ajouter les processeurs add, item add. Donc ici, donc, je vais ajouter le premier. Donc c'est quelle méthode? C'est item processor 1. Et je vais également ajouter item processor 2. Vous pouvez également faire ça en utilisant AutoWired, vous injectez les composants, donc il y a plusieurs manières de faire ça. Donc, et après, on va utiliser composite. Alors, composite item processor. Alors, c'est bank transaction. Donc, composite item processor égale new. Et après, vous utilisez donc composite item processor point set delegates. Il vous donne la liste des processeurs. Alors, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque ici? Donc, comme c'est une classe générique, il faut qu'on fasse la même chose ici. Donc, item processor, donc c'est bank transaction, virgule, bank transaction. C'est un problème de type. Et après, return composite item processor. Alors, je répète, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un job. Il a un reader, c'est celui que nous avons utilisé tout à l'heure. Il a un processeur. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est une composition de plusieurs processeurs. C'est un pipeline de processeurs. C'est une liste chaînée de processeurs. Et le bank, plutôt item writer, c'est le même. Donc, bien sûr, notre composite, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, composite, il va juste ajouter une liste de processeurs, item processor 1 et 2. La méthode 1, il me retourne un objet de type new bank transaction item processor. Le deuxième, c'est bank transaction item analytics processor. Donc, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Le premier, il va juste traduire, il va convertir la date au bon format. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va... ça, c'est un processeur avec état. Parce qu'en fait, un processeur, il est stateless. Stateless, ça veut dire qu'il y a une méthode, il fait des choses, mais il ne garde rien. Alors maintenant, ce processeur-là, il a un état. Un état, c'est des attributs. Il a une mémoire dans laquelle il va stocker des données. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier si ça marche? Donc on va exécuter, on déclenche le job. En principe, on va regarder déjà dans la base de données que les données vont être insérées, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, c'est les mêmes données qu'on va insérer. Mais en même temps, on va essayer donc, dans notre API REST, on va créer une méthode qui permet de retourner ces données-là. On va accéder au total débit, total crédit, et on peut voir est-ce que ce total-là se calcule. Pour chaque exécution, on peut voir ces données. Alors ça, c'est juste une manière un petit peu de... C'est-à-dire qu'un processeur également, vous pouvez l'utiliser. Vous avez un processeur de type stateless, c'est-à-dire qu'il n'y a que la méthode process, il fait des traitements, il prend un objet en input, il fait la transformation, il vous donne un objet en output. Ou bien vous pouvez créer un processeur qui a un état, dans lequel vous avez des variables, il fait des calculs, il garde les données. Après ces données-là, vous pouvez les utiliser dans l'application. Et vous pouvez par exemple les visualiser en temps réel au moment de l'exécution. Normalement, ça, quand on va faire la partie sur Kafka, alors vous allez voir que Kafka, en fait, les outils de stream processing, et ils définissent déjà beaucoup de choses qui sont prêtes à utiliser à ce niveau-là. Alors, si vous voulez, pour voir un peu ce qu'on vient de faire, donc je reviens vers REST Controller. Je vais ajouter une méthode
ici qui permet de retourner un objet de type map, string et double. Alors ici donc on va l'appeler donc Naya c'est Analytics. Alors pour accéder à cette méthode je vais utiliser getMapping / analytics par exemple. Alors je vais créer ici un objet de type map, string double, donc map égale new hmap. Et après j'ai besoin maintenant d'accéder à l'objet au deuxième processeur. Mais pour l'utiliser, du moment que c'est un bin, Spring, on va l'injecter. Donc private. Alors la classe comment il s'appelle? C'est bank transaction analytics processor. Analytics processor et vous utilisez AutoWired. Là, normalement vous avez plusieurs. Ici, a priori donc il l'a pas. Pourquoi? Tout simplement, soit qu'on a oublié. Oui. Pourquoi ici l'éditeur? Normalement, ça devrait marcher au moment de l'exécution. Mais l'IDE IntelliJ, pour lui, donc, il n'y a pas dans le contexte, il n'y a pas d'objet de type bank transaction, etc. Alors maintenant, pourquoi tout simplement? Parce que dans la classe de configuration, ici, alors ici, donc, tout ce qu'on retourne, c'est item processor. Mais ici, je peux préciser que ça, c'est quoi? C'est bank item processor, bank transaction item processor. Ok? C'est ça? New bank transaction item processor. Et celui-là, c'est Bank Item Analytics Processor. Alors ici, donc, je crois on a... Alors ici, donc, il y a un petit problème. Donc, objet. Alors, pourquoi le type... oui. En fait, c'est dans le problème, c'est dans la classe elle-même. Donc ça c'est... Ok. Alors en fait, je n'ai pas besoin de spécifier les types parce que la classe elle-même n'est pas générique, n'est-ce pas? Ben, ça veut dire tout simplement, je vais juste supprimer ça. La même chose ici. Okay. Alors ici donc dans REST Controller. Et là maintenant, bon, l'IDE, donc il sait que dans le contexte, il y a un bin de ce type-là. Normalement, il n'y a que IntelliJ qui sait faire ce genre de choses. Quand vous utilisez AutoWare, il vous dit attention, d'après lui, c'est pas toujours sûr. Hein. Il vous dit d'après ce que j'ai analysé, dans le contexte, dans votre configuration que vous avez, il n'y a pas de bin qui va être créé au démarrage qui est de ce type. Donc, soit que vous avez oublié quelque part la notation bin, soit vous avez oublié une dépendance, ça peut être quelque chose comme ça, mais ça peut être toujours indicateur, mais parfois, vous le laissez et quand vous exécutez, ça marche. Parce que ce n'est pas une erreur de compilation. C'est juste l'IDE qui est en train de vous dire, voilà, le principe. Alors, maintenant je complète ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais utiliser map.put. Je vais ajouter un attribut total crédit. Alors, total crédit égale à quoi? C'est cet objet-là, Analytics Processor.
point get total crédit. Alors le type n'est pas le bon, oui. Oui. Alors ça c'est un problème de type parce que ici string double alors que les objets sont de quel type? Là c'est double. Alors c'est pas put all, c'est put. Voilà. Alors la même chose, donc total db, c'est get total db. Voilà. Et après je vais retourner en format JSON, donc l'objet map tout simplement. Et il va être sérialisé en format JSON. Alors j'exécute. Alors c'est pareil, ici donc je suis dans un contexte où je suis en train de créer un pipeline de processeurs. Il y en a deux. Le premier, il va faire la conversion de la date, de string vers date. Le deuxième, il va faire des calculs. Il en profite, c'est-à-dire, vous pouvez faire un count ou bien une somme ou des choses comme ça. C'est-à-dire, vous faites des opérations de cumul. Et après, ces données-là, vous les gardez quelque part. Vous pouvez les envoyer vers la base de données, si vous voulez. S'il y a une autre table qui contient, par exemple, c'est-à-dire que vous avez prévu pour ça, vous pouvez les stocker. Donc ici, ce que j'ai fait, je vais juste les garder dans des variables. Et quand je démarre mon application, quand je lance le job, il est lancé. Si je regarde la base de données, donc déjà, il va me redemander de se reconnecter. Alors si je regarde la base de données, les données sont bien insérées. Et si j'utilise local host 80/analytics, alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai quelque chose. Donc ça veut dire que le deuxième processeur a bien fonctionné, il a gardé les données. Alors le processeur, il est instancié une seule fois. Alors regardez, je vais relancer le job une deuxième fois. Alors regardez, ici, il y a combien le total? C'est 1000. Je relance le job. J'actualise. Qu'est-ce que vous voyez là? Si le même processeur, il est en train d'exécuter, il garde des données en mémoire. Mais en réalité ici, donc, ça c'est juste un exemple d'application. Mais est-ce qu'il a un intérêt particulier? Bon, parfois c'est utile de faire ce genre de choses, mais c'est juste pour vous montrer comment créer un composite item processor. Est-ce que c'est clair? Alors voilà, donc ça c'est une démonstration du concept sur Spring Batch. C'est très important. L'année dernière, il y en avait beaucoup de stages PFE qui ont travaillé uniquement avec Spring Batch. Même cette année, il y a des entreprises qui m'ont demandé, c'est-à-dire des profils pour l'embauche, uniquement à base de l'écosystème Spring, mais particulièrement sur Spring Batch, parce que si vous travaillez dans une banque, ou bien dans les entreprises les entreprises financières ou les entreprises qui développent des applications pour les banques, ou les entreprises qui font le e-commerce, les entreprises qui sont dans les télécoms, généralement, ça c'est du quotidien. Dès que vous rentrez à l'entreprise, eh ben, vous allez entendre Spring Batch, des trucs comme ça. Alors pour vous, c'est bien de le connaître et c'est bien de le pratiquer. Et comme ça, si vous faites des entretiens, donc vous le connaissez déjà. Et si vous l'utilisez dans votre travail, c'est bien. Si vous ne l'utilisez pas, donc c'est bien. Mais après, donc, on va voir que dans l'écosystème Big Data, batch processing, stream processing, pour une grande quantité de données, généralement, avec Spring Batch, ça marche. Mais Spring Batch, il n'a pas été créé dans le même contexte, parce que tous les traitements se font dans l'application. N'est-ce pas? C'est-à-dire que il n'y a pas de possibilité de scalabilité. C'est-à-dire, c'est pas des traitements distribués.
Mais vous allez voir que, en tout cas pour la partie Spark, c'est qu'on fait la même chose, mais sauf que les traitements, chaque opération que vous faites, il est distribué. Donc ce qui permet en quelque sorte d'accélérer encore les possibilités de calcul. Vous avez des questions? Non? Vous avez compris tout? Presque? Ça fait beaucoup? Oui? Bon, alors ça c'est Spring Batch. Alors donc on va essayer donc de... Je vais vous envoyer le support et la même chose, donc je vais vous donner par la suite donc la démonstration vidéo. Vous pouvez l'utiliser donc pour... mais ceux qui ont déjà commencé à travailler en même temps, c'est bien, donc je crois que vous avez déjà fait une partie de ça, n'est-ce pas? Alors si ça marche, ça veut dire que vous êtes déjà les acquis sont là.